lors du précédent webinaire, ça n'a pas changé. Je suis infectiologue à l'hôpital Cochin, à l'équipe mobile d'infectiologie, avec une activité de vaccinologie clinique. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'un sujet important, donc les vaccinations chez le patient immunodéprimé. Alors, globalement, vous savez, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je vous le dis tout de suite avant d'oublier, on a édité un référentiel sur les vaccinations des patients atteints de cancer immunodéprimés. Et je vous enverrai le lien dans le mail, peut-être vous aurez la possibilité de le faire suivre. Et donc, a été fait un travail qui a été fait avec l'association de support de soins en oncologie, l'AFSOS, que vous connaissez peut-être. Et donc, c'est un référentiel qui est en ligne et qui reprend les vaccinations chez le patient atteint de cancer. Et donc là, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter, mais je vais faire un focus, comme je l'avais fait sur le patient âgé et comorbide, sur celles qui sont, enfin, les vaccinations qui sont spécifiquement recommandées, parce que ça me semble bien sûr être une priorité. Et après, pour les autres mises à jour de vaccins, vous avez éventuellement ce référentiel, en plus des recommandations nationales du Haut Conseil de 2014. Alors, toujours, et donc pour ceux qui ont déjà suivi la précédente session, vous allez voir que je suis le même plan, et toujours quand on parle de vaccins, il faut recontextualiser, parler d'épidémiologie et de l'impact et du fardeau des maladies concernées pour comprendre l'enjeu de la vaccination derrière. Donc, chez les patients qui sont immunodéprimés, bien sûr, dans certaines maladies infectieuses, il y a une importante morbimortalité pour diverses raisons. La première, c'est le cancer sous-jacent, quels que soient les traitements associés, avec un gradient selon les cancers. Et on a des cancers pour qui c'est beaucoup plus impactant et des maladies avec des formes beaucoup plus sévères. Associé à ça, bien sûr, il y a le traitement immunosuppresseur associé qui grève les choses et majore la morbimortalité. Et puis, par ailleurs, on peut avoir des patients qui ont des comorbidités associées qui également compliquent les choses, ou pour certains cancers qui surviennent à plus âgés, donc du fait de l'immunosénescence également, un facteur impactant. Et donc, au-delà de l'importante morbimortalité, il y a l'augmentation par ailleurs de l'incidence des infections invasives à pneumocoque. Là, vous avez, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, le nombre de cas en cas de cancer bronchique versus la population générale. Et vous voyez qu'on est à près de 400 cas pour 100 000 quand on est atteint de cancer bronchique versus 15 pour 100 000 en population générale. Donc, effectivement, une incidence majorée qui ne se discute pas. Par ailleurs, on a également une augmentation de l'incidence du zona. Et vous avez ici les données, je vous montrerai l'étude en question, qui est une très belle revue sur le sujet, où on voit qu'on va, selon les cohortes de patients, selon le profil d'immunodépression, de 9 à 92 cas pour 1000 personnes années versus 2 à 4,6 en population générale. Donc vraiment un important impact de ces infections-là. Et puis là, c'est pas exhaustif, c'est des exemples, mais on a par ailleurs des formes donc, qui sont plus sévères pour la grippe, pour le Covid. Mais si on prend l'exemple du zona, on a également des formes, vous savez, plus sévères chez les patients immunodéprimés, avec en général des atteintes non métamériques, mais plutôt diffuses, des atteintes d'organes qu'on ne voit pas chez le patient immunocompétent qui est réactif sur un critère d'âge seul, par exemple. Donc, en regard de ça, eh bien, on a des maladies à prévention vaccinale dont on va parler aujourd'hui et qui sont des vaccins spécifiquement recommandés dans ces populations-là. Vous avez ici le Covid-19, la grippe donc saisonnière, le pneumocoque, le zona. Et j'ai rajouté un mot sur le VRS, mais attention, c'est juste pour vous dire, on en avait parlé sur le précédent webinaire, VRS est indiqué sur le critère d'âge et en cas de comorbidité, mais n'est pas indiqué aujourd'hui sur le seul critère d'immunodépression. D'accord ? Donc, il n'est pas positionné aujourd'hui chez quelqu'un qui serait âgés de moins de 65 ans et immunodéprimés. On aura probablement des données bientôt dans ces populations-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation en soi. Et pourtant, on sait le fardeau de cette maladie dans ces populations-là. Donc voilà, les recommandations vont être amenées à changer, mais aujourd'hui, ce n'est pas positionné comme tel en France. Donc les stratégies en 2025 chez les patients immunodéprimés, c'est ces 4 vaccins prioritairement, et ce n'est pas uniquement ça, mais prioritairement. Et on va commencer par le Covid. Alors, pour vous montrer que l'histoire du Covid et de la vaccination Covid dans ces populations, vous le savez, hein, ça remonte depuis le tout début de la pandémie. On savait que ces patients-là faisaient des formes plus graves. Et puis, en regard, on voulait regarder quelle était la réponse vaccinale. Vous savez qu'au début, on a commencé avec un schéma à 2 doses. Dans certaines populations, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse et qu'il fallait une primo-vaccination à 3 doses. Et puis, surtout, l'intérêt du rappel derrière sur un vaccin qui est finalement peu pérenne dans le temps. Et on espère qu'on aura d'autres vaccins plus pérennes à l'avenir. Donc, sur cette méta-analyse qui va jusqu'en septembre 2022, eh bien, ils ont ils ont évalué la réponse immunitaire humorale après vaccination, donc chez des patients immunodéprimés en comparaison versus immunocompétents. Alors oui, l'immunogénicité est moindre chez l'immunodéprimé que chez l'immunocompétent. Pour autant, elle est là et on voit qu'on a une réponse qui est là, qui n'est pas parfaite, hein, dans 62% des cas chez les patients après 2 doses, chez les patients immunodéprimés
tout type d'immunodépression confondu. On voit par contre l'intérêt du rappel et du boost qui permet de gagner quelques points d'efficacité, d'immunogénicité, pardon. Et donc, la dose de rappel est importante, on va y revenir. Ça, c'est pareil, une donnée que j'aime bien, même si elle date, parce que vous voyez que c'est sur des virus et les variants circulants, donc de 2020 à 2021. Mais on voit l'importance, et c'était une étude qui a montré, en fait, en vie réelle, les données d'efficacité, tant pour prévenir des infections que des formes, donc infections juste documentées, quel que soit le type de l'infection, infections symptomatiques, et puis les formes sévères, donc les formes hospitalisées, et finalement avec des données qui rapportent différentes technologies de vaccins Covid qu'on avait au début, y compris les vectorisés. Et vous voyez que dans les cas, globalement, les infections documentées, selon les séries, on a une efficacité à minima de 60% jusqu'à 90%, donc tout à fait intéressant. Quand on regarde les formes symptomatiques, on est encore plus intéressant sur le plan de l'efficacité, jusqu'à 80%. Et puis quand on regarde les formes hospitalisées, on voit que là, l'impact est là, puisque c'est là que l'efficacité augmente franchement, et c'est ce qu'on veut, c'est protéger des formes sévères et pas des rhumes Covid. Donc ça, c'était les premières données. Alors là, j'ai mélangé, attention, là, c'est des données en population générale, mais c'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec les variants qui circulent, de savoir finalement quel est l'impact de ces variants en comparaison à la maladie initiale. Et on sait bien qu'on n'a pas du tout la même maladie aujourd'hui et que la pandémie a évolué. Donc vous avez globalement les formes avec atteinte séquelaire post-infection Covid qui ont évolué selon les variants ici, donc dans le temps, et puis selon qu'on ait accès au début à la vaccination ou pas, et puis maintenant chez les gens vaccinés. Et donc globalement les Covid longs, les formes séquelaires, et vous voyez que malgré tout, donc forcément quand les sujets ne sont pas vaccinés, on perd, donc entre la période Delta et la période Omicron, qui est celle qu'on vit aujourd'hui, même si au moment de cette étude-là, ce n'était pas les sous-variants qu'on a aujourd'hui, mais quand même, ça vaut son intérêt. On voit qu'on a moins de séquelles, effectivement, et que la maladie est moins impactante. Elle l'est encore moins chez les vaccinés, mais elle le reste quand même suffisamment pour poser une indication vaccinale. Donc oui, certes, on évolue vers du mieux en termes d'impact, encore mieux quand on est vacciné, et c'est le gros de nos populations, mais on est quand même encore sur une maladie impactante, y compris sous l'ère Omicron, même si dans cet impact-là, on peut vraiment différencier les populations, et bien sûr bien plus impactante chez l'immunodéprimé, on va le voir après, que dans d'autres populations. Et vous savez qu'on a notamment une recommandation chez la femme enceinte, et que probablement c'est des choses qui vont être amenées à évoluer dans le temps. Enfin, revenons chez les patients immunodéprimés, et donc là, sous l'ère Omicron, vous avez ici une cohorte qui a été faite à partir de 2 bases de données que vous avez ici, Optum et CVS, donc aux États-Unis. Et ils ont regardé finalement l'impact, le bénéfice sur l'efficacité d'un boost, donc d'un rappel, dans les suites chez des patients qui, de toute façon, avaient déjà été vaccinés, versus absence de rappel chez des patients qui, de toute façon, avaient été primo-vaccinés. Et donc, globalement, le gros de cette évaluation se fait à partir de vaccins. Donc, le BNT 162b2, c'est le vaccin Pfizer. Et le mRNA, c'est le vaccin Moderna. Et donc, il y avait aussi également avec vaccin vectorisé, mais je vous montre les résultats avec ce qui aujourd'hui nous concerne, c'est-à-dire les vaccins ARN messagers. Et donc, vous voyez qu'on a majoritairement une évaluation faite sur le vaccin Pfizer, ce qui nous intéresse. Et donc, c'est des données en vie réelle d'évaluation de l'efficacité. Et donc, les résultats, alors la figure A, c'est les résultats avec le vaccin Pfizer, la figure B, c'est avec le vaccin Moderna. Donc, de toute façon, tous les deux des vaccins ARN messagers. Et puis, vous avez d'un côté, pour prévenir des infections documentées, et ensuite pour prévenir des infections hospitalisées. Et puis, à chaque fois, un sous-groupe immunodéprimé versus immunocompétent, et puis de façon très intéressante, en fonction de la période, Delta ou circulation d'Omicron. Alors, ce qu'on remarque, c'est que globalement, alors oui, l'efficacité reste intéressante chez les patients immunodéprimés, ça, c'est ce qui nous intéresse. Elle l'est d'autant plus que pour prévenir des infections hospitalisées. D'accord ? Donc, on gagne des points pour prévenir l'infection hospitalisée versus l'infection juste documentée. Et c'est ce qu'on veut, c'est de prévenir des formes sévères. Et puis, on voit par ailleurs que entre la période Delta et la période Omicron, on perd des points d'efficacité. Donc oui, on a une perte de l'efficacité vaccinale sur ces variants-là, mais qui sont encore une fois des variants différents et moins impactants avec la période Omicron. Donc voilà, donc ça c'est des données intéressantes de vie réelle et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, il y a encore un intérêt, les choses changent, et tant mieux, la pandémie n'est plus la même, elle évolue plutôt dans un sens qui nous va bien, mais avec un intérêt du vaccin encore dans ces populations immunodéprimées. Donc aujourd'hui, la recommandation, c'est celle-ci. Je vous l'avais montré chez les plus de 65 ans et comorbides. Donc finalement, on ne parle plus de nombre de vaccins. On fait de toute façon qu'une seule dose, quel que soit le terrain.
quand on vaccine, au moment de la vaccination. Le schéma, c'est une seule dose. Par contre, chez ces patients-là très fragilisés, eh bien, c'est 2 doses, donc une dose, bien sûr, à l'automne quand il y a plutôt une grosse circulation, et y compris au printemps, même si la circulation est moindre. Et on le fait avec un intervalle de 3 mois par rapport à la dernière infection ou dernière injection. Voilà, donc ça, c'est le schéma aujourd'hui, et c'est un vaccin ARN messager. Alors, la vaccination grippe saisonnière, je passerai un petit peu plus vite parce qu'on le sait, le bénéfice. La problématique, c'est la mise en pratique et pas tant le bénéfice. Donc, ça, c'est une méta-analyse qui est ancienne, mais qui fait référence sur le sujet, qui est une méta-analyse donc à regarder l'immunogénicité de la vaccination chez les patients immunodéprimés avec différents terrains d'immunodépression, hein. Donc, VIH, on peut y revenir parce que toutes les populations VIH ne sont pas les mêmes, mais ce qui nous intéresse là, c'est les patients atteints de cancer. On avait par ailleurs des transplantés, des patients suivis pour maladies dysimmunitaires. Et puis, ils ont regardé derrière l'incidence sur la survenue d'un syndrome grippal chez les vaccinés versus les non-vaccinés. Et donc, on voit sur ces figures-là qu'on a un impact qui est en faveur de la vaccination, tant sur la séroconversion que l'obtention d'une séroprotection. Et donc ça, le bénéfice est là chez les patients immunodéprimés, même s'il est moindre en comparaison aux immunocompétents, mais la vaccination a quand même une immunogénicité suffisante pour qu'elle soit recommandée. En termes de tolérance, il n'y avait pas de sujet. Et puis, quand on regarde les données d'efficacité, eh bien, on avait un vrai bénéfice avec une baisse de l'incidence des syndromes grippaux de 74% chez les patients qui étaient vaccinés en comparaison aux sujets non vaccinés. Donc ça, c'est vraiment donc pour les populations atteintes de cancer. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc la vaccination, voilà, elle reste plutôt dans la difficulté pour nous, ces soignants, mais ça, vous le savez, c'est la mise en pratique et l'acceptabilité. Mais son indication n'est pas à discuter. Et puis à ça, on pourrait rajouter les données qu'on a de Santé publique France, que vous pouvez voir librement sur les cas admis en réanimation. On voit que dans plus de 80% des cas, c'est des sujets non vaccinés et comorbides. Donc, un vaccin antigrippal inactivé dans cette population adulte. On va vers le trivalent, j'avais dû vous en parler déjà, c'est les recommandations OMS. Donc, on oublie la souche B Yamagata qui ne circule plus depuis 2020 et qui n'a plus lieu d'être protégée par le vaccin. Et donc, la particularité, par contre, c'est d'essayer de protéger avec 2 doses quand les sujets viennent vous voir en tout début de campagne de vaccination. Donc, vous savez qu'en général, c'est vers mi-octobre, le 15 octobre. On a les vaccins dans les pharmacies. Et c'est vrai qu'on a des patients fragiles qui viennent très tôt se faire vacciner, alors même que le virus ne circule pas encore et que l'épidémie va être un peu décalée dans le temps selon les hivers. Et donc, ces personnes-là qui se font vacciner tôt, qui sont immunodéprimées, qui ont une moins bonne réponse immunitaire, il ne faut pas hésiter à leur reproposer à 1 mois d'intervalle une 2e dose du vaccin standard, de façon à avoir une immunité assez solide qui permette de protéger sur l'ensemble de la période épidémique. Chez les plus de 65 ans, enfin 65 ans et plus, eh bien là, vous pouvez leur proposer prioritairement, c'est pas faux de leur proposer le vaccin standard, mais on peut leur proposer prioritairement le vaccin FUELDA, qui est le vaccin hautement dosé, donc 4 fois plus dosé que le vaccin standard, et qui donne de très bons résultats dans cette population-là, une meilleure immunogénicité. Et dans ces cas-là, on fait qu'une dose qui va couvrir la période épidémique. Donc voilà pour la vaccination grippe saisonnière. La vaccination pneumocoque. Alors, je vais passer, j'avais représenté ça, mais on l'avait déjà discuté. Je ne sais pas s'il y a des personnes nouvelles dans le webinaire qui n'auraient pas eu ces premières présentations. Je les présente ou je pense que j'avais mis au cas où, mais je pense que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas assisté à la première session. Dit qui n'était pas présente à la première session. D'accord. Bon, alors je passe rapidement, d'accord, mais je les présente quand même, d'accord. Donc, en gros, ici, c'est pour vous montrer, c'est les données épidémiologiques du CNR sur les sérotypes qui sont responsables des infections invasives à pneumocoque. Donc, vous voyez que ça évolue dans le temps et puis surtout, selon les caractéristiques des patients. Bien sûr, c'est impactant chez les plus jeunes, mais là, on va parler des adultes immunodéprimés et vous voyez que c'est impactant chez le sujet âgé, d'où la recommandation maintenant sur le simple critère d'âge, mais également chez les patients immunodéprimés. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez en orange les souches qui sont couvertes par le Prevnar 13. Vous avez celles qui sont en bleu foncé, qui en plus sont rattrapées par le Prevnar 15. Je ne sais pas si on voit ma souris, voilà. Et puis en bleu clair, celles qui sont en plus rattrapées par le Prevnar 20. Et donc, vous voyez que ça couvre une grande partie des souches responsables d'infections invasives à pneumocoque. Donc ça, bien sûr, c'est un élément essentiel pour promouvoir la vaccination du vaccin qu'on a aujourd'hui et positionné tel qu'il a été positionné dans les recos
Le vaccin 20 valence, vous voyez que, en tout cas chez le sujet âgé, ça représente, enfin, le vaccin 20 valence permet de protéger de 61% des cas, pardon, des sérotypes qui sont impactants aujourd'hui en France. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, c'est une vaccination à recommander, on va y revenir, chez patients immunodéprimés sur le terrain. Là, je vous montre, donc on a évolué, on avait le Prevnar 13, et puis entre-temps, on a eu le Prevnar 15 qui rajoute 2 sérotypes, mais qui est positionné chez l'enfant et pas chez l'adulte. Et chez l'adulte, c'est le Prevnar 20, et vous voyez qu'il rattrape 7 sérotypes supplémentaires du Prevnar 13. Donc, il inclut les sérotypes du Prevnar 13, il y rajoute 7 autres sérotypes, notamment le 8, qui était très impactant et pas couvert par le Prevnar 13. Donc ça, c'est l'évolution. Et puis, vous avez ici les données, j'ai mis l'encadré pour un vaccin dont on va bientôt entendre parler, le 21 valence, qui lui décale un peu par rapport au Prevnar 13, mais qui suit finalement l'épidémiologie et les glissements sérotypiques, et donc qui sera probablement le prochain vaccin recommandé, peut-être pas 2025, mais probablement 2026. Ici, les données chez le patient atteint de cancer, donc pour dire que, alors, on n'a pas les données avec les vaccins actuels 20 valence, mais on peut facilement le faire une comparaison avec des vaccins qui sont les mêmes, c'est-à-dire des vaccins polyésidiques conjugués, le 7 et le 13 valence, mais avec un peu moins de sérotypes. Et donc, globalement, on s'y attendait. Mais pour autant, et là, vous avez des études de cohorte chez des patients en Asie qui étaient suivis pour un cancer du poumon. Et vous voyez que les patients vaccinés avaient une baisse de l'incidence des infections invasives à pneumocoque dans les 2 ans qui était plus importante que les sujets non vaccinés. Et puis un bénéfice également sur les taux d'hospitalisation et sur la mortalité. Donc cette vaccination-là reste bien sûr intéressante dans ces populations immunodéprimées et qui sont très insuffisamment vaccinées. Donc la couverture vaccinale, enfin pardon, pas du tout. Le schéma vaccinal aujourd'hui, c'est un schéma avec le Prevnar 20, donc une seule dose qui vient en remplacement de ce qu'on avait avant, les 2 doses. Donc c'est plus simple et on espère comme ça, on aura des données prochainement d'évaluation des couvertures vaccinales, mais on espère vraiment remonter les couvertures vaccinales avec un schéma plus simple qui permet forcément de faire des choses plus facilement. Donc chez les personnes qui n'auraient pas été vaccinées antérieurement, une seule dose et c'est réglé. On ne parle pas aujourd'hui de rappel à 5 ans comme on faisait, on n'a pas les données pour le dire, et donc on verra, et probablement que d'ici là, on aura de toute façon changé de stratégie. Chez les patients qui avaient reçu par ailleurs une dose de Prevnar 13 ou une dose de Pneumo 23, eh bien, on peut leur proposer un rattrapage avec le Prevnar 20 à 1 an de la dernière dose. Et chez les patients qui avaient reçu un schéma complet antérieurement, on attend 5 ans pour leur proposer le Prevnar 20. Donc voilà pour la vaccination pneumocoque. La vaccination zona. Alors, un mot, c'est pareil, ça je pense que j'avais présenté cette diapositive, mais je la représente à ceux qui n'étaient pas là sur le dernier webinaire, parce que je trouve qu'elle est très parlante. Donc, dans l'histoire de la maladie et de la rencontre avec le VZV, on a au tout début une rencontre qui entraîne une primo-infection, et donc c'est une primo-infection varicelleuse, ce qui est le cas de la plupart des populations qui naissent et grandissent dans l'hémisphère nord, donc avec une circulation qui est laissée, on laisse circuler on n'isole pas les cas et on laisse circuler le virus, et donc la plupart des enfants vont être infectés dans la petite enfance, et puis en grandissant, les jeunes adultes, les adultes au contact de ces enfants qui vont faire des primo-infections vont avoir un peu un boost, une restimulation de cette immunité au contact du virus VZV, de la varicelle des petits. Et puis, sur un critère juste d'âge, vous voyez ici, et qui est fixé à 50 ans pour le VZV, on parle déjà d'immunosénescence à 50 ans, avec chez les patients de plus de 50 ans, un surrisque de réactivation du zona. Donc, on réactive le VZV qui reste enfoui dans les ganglions sensitifs sous forme de zona, sur un critère d'âge seul déjà, puisqu'à partir de 50 ans, on est plus à risque. Et puis, plus précocement, si par ailleurs, on est immunodéprimé à l'âge de 30 ans, effectivement, on a un surrisque de réactivation plus tôt, du fait d'une baisse de l'immunité cellulaire qui est celle vraiment qui permet de contenir le virus dans les ganglions sans réactivation. Alors ici, vous avez une revue que j'aime bien montrer parce que je trouve cette figure très parlante sur finalement l'incidence et le risque en fonction des terrains d'immunodépression. Et donc, vous avez globalement ici les patients greffés de moelle, donc de cellules souches hématopoïétiques, les hémopathies malignes, les transplantés d'organes solides, les tumeurs solides, les patients VIH avec un bémol parce que ce n'est pas forcément tous les mêmes, et puis ensuite les patients immunocompétents en fonction de l'âge.
Et vous voyez que vraiment, donc il y a un gradient avec les plus à risque, les patients de réactivation zonale, les patients greffés de moelle, ensuite les hémopathies, ensuite les transplantés d'organes. Et puis, on voit que toutes ces populations-là sont en fait plus à risque de réactivation qu'un patient immunocompétent qui, lui, aurait plus de 80 ans. D'accord? Donc, vraiment, le fait d'avoir ce terrain-là est un facteur de risque de survenue de zona. Ici, les données d'efficacité vaccinale. Vous avez d'un côté les données d'efficacité en anglais, qui sont les données d'efficacité post-phase pilote, donc ce qui permet aux produits, aux candidats vaccins d'avoir une AMM et d'être distribués. Et puis ensuite, les données d'effectiveness, qui sont très importantes, qui sont les données d'efficacité en vie réelle, donc dans les populations, celles que on suit et que vous voyez dans les cabinets. Donc, vous voyez initialement ce qui a permis d'obtenir l'AMM, c'est ici en prévention du zona. C'est donné donc chez les plus de 50 ans, puis chez les plus de 70 ans, où on voit qu'on a une efficacité assez remarquable, surtout qui est maintenue, quel que soit l'âge d'administration du vaccin. Et puis, bien sûr, on perd des points sur les données d'efficacité en vie réelle, ici en violet. Ça, c'est attendu, mais pour autant, on a une efficacité qui reste très intéressante, avec plus de 70% d'efficacité, voire 80% chez les gens un petit peu plus jeunes, sur des cohortes plus jeunes. Voilà. Et puis, on garde également un intérêt de l'efficacité dans la prévention des douleurs post-estériennes, dans l'hypothèse où le zona, enfin, dans les cas où le zona est quand même malgré tout survenu, eh bien, on a aussi un bénéfice dans la prévention des douleurs post-estériennes. Et puis, on a un papier récent qui est sorti, mais en population, mais pour prévenir, qui a montré l'intérêt de ce vaccin également dans la prévention des zonas ophtalmiques. C'est vraiment, je pense, un vaccin qui a toute son importance. Vous avez ici des données selon les populations, parce que c'est un vaccin qui a été distribué depuis longtemps maintenant à l'étranger. On est un des derniers pays à l'avoir à disposition, et donc on a déjà des données dans des populations, des données finalement de vie réelle dans des populations immunodéprimées, que ce soit les patients VIH, que ce soit les greffés, que ce soit les hémopathies, les transplantés, les tumeurs solides, et on voit globalement qu'il y a une immunogénicité, une réponse immunitaire qui se fait, et donc un vaccin qui a son intérêt, par ailleurs en termes de tolérance, qui est bien toléré. Donc vous avez un schéma qui est sur un critère d'âge. Hein, si vous avez un patient de plus de 65 ans immunodéprimé, en fait, il a deux cases, enfin, il coche deux cases pour être éligible à la vaccination, l'âge et le terrain immunodéprimé, mais sinon, c'est un vaccin qui est également positionné chez les plus de 18 ans, qui sur un terrain d'immunodépression, et donc 2 doses à 2 mois d'intervalle. Un vaccin qui peut être co-administré avec les autres vaccins dont on a parlé, en plus également le DTP, qui sont des vaccins donc à recommander dans ces populations-là, et qui peut être fait à un an du dernier épisode de Zona. Attention, si c'est quelqu'un qui a déjà fait un Zona, ça veut dire que c'est une personne extrêmement à risque d'en refaire. Donc les patients qui ont déjà fait des Zona, dans plus de la moitié des cas, en referont, et du coup doivent bénéficier de cette vaccination sans attendre forcément le délai de 1 an, si c'est quelqu'un qui doit être amené à être immunodéprimé très prochainement. Dans ces cas-là, on peut anticiper la vaccination et la faire en amont. Un mot sur les vaccins contre-indiqués donc dans ces populations-là. Et donc, en une seule slide, j'ai essayé de vous compiler ces données-là. Donc, juste pour vous dire que, bien sûr, les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les patients immunodéprimés. Ça dépend un peu du terrain, mais c'est ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, du fait du risque de réactivation d'une maladie vaccinale. Donc, le BCG, c'est pas de question, il est contre-indiqué à vie, y compris à distance de l'arrêt d'une éventuelle chimiothérapie. Fièvre jaune, il peut être refait à distance, donc jusqu'à 6 mois après l'arrêt d'une chimiothérapie, il est contre-indiqué, mais on peut le proposer à distance. Et puis, il faut penser aux patients qui auraient déjà eu une vaccination et à qui on peut doser les anticorps pour s'assurer du reste d'immunité, puisqu'on a un corrélat de protection. Et donc, on peut, dans le cas où cette personne est amenée à voyager, même si c'est plutôt déconseillé de voyager dans une zone d'endémie au moment d'une chimiothérapie, si pour X raison c'est quelqu'un qui est amené à le faire, n'hésitez pas à faire un dosage, s'il a déjà été vacciné, des anticorps. La vaccination rougeole, elle est contre-indiquée jusqu'à 3 à 6 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. On peut la proposer au-delà. Varicelle, c'est 1 an. Le seul vaccin vivant qui n'est pas contre-indiqué chez l'immunodéprimé, c'est le vaccin contre le Mpox, puisque c'est un vaccin vivant, oui, mais qui n'est pas réplicatif, et donc qui n'a pas la possibilité de se multiplier dans l'organisme. Et donc ça, c'est les vaccins de 3e génération que vous connaissez, qui ont servi au moment des vaccinations 2022 et des rattrapages récents. Donc c'est Imvanex, Jynneos, peu importe, ils ont eu 2 AMM différentes et donc ils ont 2 noms, mais c'est les mêmes vaccins. Donc ça, c'est voilà, c'est des vaccins qu'on peut faire chez l'immunodéprimé.
Par ailleurs, quand on est sous corticothérapie, je vous ai mis ici les seuils en fonction des populations et des âges. Donc, globalement, chez l'adulte, c'est plus de 10 mg pendant au moins 2 semaines. On est considéré comme immunodéprimé. Dans ces cas-là, c'est une contre-indication à la vaccination par un vaccin vivant. Alors, un mot, j'avais dit à l'équipe coordinatrice que je rajouterais ça sur cette session-là, mais je vais aller assez vite, mais on aura fini du coup dans les temps, on aura le temps des questions. Pour vous parler d'hésitation vaccinale, parce que c'est un point important. Alors, bien sûr, là, je vais vous mettre 4 slides ou 5 slides, c'est pas, voilà, c'est un résumé de résumé, mais c'est pour vous sensibiliser à ça, et c'est un vrai sujet, on pourrait en parler très longtemps, mais quelques mots. Donc, pour vous dire que c'est un sujet qui est, en fait, bien avant le Covid, l'OMS s'y intéressait en 2012 déjà, avec la mise en place d'un groupe de vaccination sur l'hésitation vaccinale. Et puis en 2019, donc toujours avant le Covid, c'est devenu une des 10 principales menaces pour la santé mondiale, puisqu'on savait qu'il y avait vraiment un fort, à la fois méconnaissance et puis du coup d'hésitation vaccinale, toutes caractéristiques confondues. Et il y a une définition qui a été donnée à ça, c'est bien sûr l'hésitation vaccinale fait référence au retard à l'acceptation ou au refus d'une vaccination, alors même que le dispositif existe. Bien évidemment, dans les pays où la vaccination n'est pas un accès, on ne parle pas d'hésitation vaccinale. Alors, ce qui a fait beaucoup discuter en France ce sujet-là et ce qui fait que beaucoup d'équipes s'y intéressent maintenant aussi, c'est cette étude-là en 2016 de Larson qui a montré, je vous laisse voir, hein, la France qui ressort très très fort, donc en rouge foncé, qui était un des pays, enfin le pays, le plus marqué par l'hésitation vaccinale dans le monde. Et donc, bien évidemment, ça a été un vrai sujet avec beaucoup de questions et à se dire mais pourquoi on en est arrivé là. Ici, les données pour vous montrer, donc est-ce qu'on considère que les vaccins sont sûrs? Est-ce qu'on considère que la vaccination, c'est important? Et c'est l'évolution entre 2015 et sur la droite 2018, donc on est avant Covid. Et plus on est foncé dans le bleu, et meilleure est l'acceptation finalement. Enfin, meilleure est, pardon, plus on oui, plus on pense que les vaccins sont sûrs ou sont importants, d'accord? Et donc, vous voyez que alors, la France reste assez stable en termes de ce qu'on pense vis-à-vis de la sécurité des vaccins, puisqu'on est en orange d'une année sur l'autre. Quand on regarde l'importance des vaccins, il y a un peu de mieux, ça s'éclaircit, mais enfin, c'est pas encore ça. On n'est pas passé au bleu, alors même que d'autres pays passent au bleu. On voit que finalement, la vaccination, est-ce que c'est important? On pense que ça l'est un peu plus qu'en 2015, en 2018, mais on n'en est pas encore complètement convaincu. On voit qu'il y a du travail. Quand on regarde après les données sur par rapport à la pandémie de Covid-19, on voit finalement qu'il y a un peu plus, donc on est entre 70 et 80% à penser qu'en post-pandémie, qu'il faut faire confiance aux vaccins et que finalement, il n'y a pas de problème de sécurité par ailleurs. Et puis surtout, ce qui est intéressant, donc on voit quand même qu'en France, les choses ont changé après cette pandémie, eh bien, il y a un delta, vous voyez, ce qui n'est pas le cas partout, hein, mais on a un delta de plus de 10% en termes de confiance entre la période pré et la période post-pandémique. Donc, on va vers le mieux, il faut rester optimiste. Alors, les marqueurs, et juste un mot pour vous dire l'importance des professionnels de santé vis-à-vis de l'offre de la vaccination dans un premier temps, mais également dans la façon dont on a proposé les vaccins et pour permettre aux patients d'être vaccinés, en tout cas d'adhérer à la vaccination. Ici, c'est une figure donc, qui résume ce que c'est que l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire que globalement, vous avez une grosse partie des patients finalement à qui c'est pas un sujet, à qui on peut parler de vaccin et c'est pas vraiment un sujet et la vaccination va être acceptée. Une petite partie de patients, mais qui existe, de refus complet, catégorique, et finalement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler de vaccin, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément ceux sur lesquels on va avoir la plus grande marge de manœuvre. Et en même temps, fort heureusement, ils ne sont pas très nombreux. Et donc, l'hésitant fort, le refus vraiment de la vaccination, c'est finalement très, très peu de vos patients. Et puis, je pense même que dans votre expérience, vous avez pu remarquer que c'est presque même très ciblé sur les vaccins ARN et pas forcément sur les autres vaccins. Et puis au milieu, il y a ce qu'on dit un peu voilà, comme étant le ventre mou, c'est-à-dire des gens pour qui n'ont pas l'info, qui n'ont pas la connaissance, ni de la maladie à prévention vaccinale, ni du vaccin. Et là, on a vraiment un rôle, nous, professionnels de santé, à jouer pour les sensibiliser, pour les amener à être à jour de leur vaccination. Donc ça, c'est les déterminants qui ont été définis par l'OMS, qui influent la vaccination. Donc vous avez bien sûr les données qui sont liées au vaccin, vous avez les données liées à l'individu lui-même et puis son groupe social d'évolution, et puis le contexte politique, géopolitique. Et
c'est pour vous dire que, bien sûr, si on regarde la partie vaccination et les caractéristiques des vaccins et ce qui influe la vaccination, eh bien, le professionnel de santé a un rôle majeur. Il y a bien sûr le mode d'administration, hein, il y a des questions qui sont posées, notamment voie orale, voie intramusculaire, et une question qui est posée, je trouve très intéressante, et j'espère qu'on aura une réponse bientôt, c'est notamment pour les vaccinations, la vaccination antigrippale chez les professionnels de santé. Est-ce que finalement les professionnels de santé préféreraient se faire vacciner avec un vaccin oral plutôt qu'un vaccin IM? C'est une question, et je crois qu'on pourrait être surpris de la réponse. En tout cas, moi, sur les petits sondages que j'ai fait autour de moi. Par ailleurs, bien sûr, le schéma de vaccination, quand on fait une seule dose versus plusieurs doses, c'est plus compliqué. Quand on fait une seule dose, c'est plus simple. L'accès, le coût, bien sûr, mais surtout vraiment les professionnels de santé. Et vous avez un rôle à jouer chez ces patients dont on parle qui sont des patients immunodéprimés. Eh bien, on sait qu'ils sont très attentifs à ce que vous allez leur dire. Et donc, il faut vraiment leur parler de vaccination parce que c'est quelque chose dont ils vont écouter et ils vont le faire et ils vont suivre vos recommandations. Et puis bien sûr, donc le fait de croire au système de santé, c'est pas tellement ce qui peut arriver de l'État et du politique qui marche, mais plutôt ce qui est édité par les politiques de santé qui va influencer la vaccination. Ici, un modèle qui a été fait par une équipe de recherche, donc de Pierre Verger, super intéressante sur finalement l'intérêt de l'entretien motivationnel. Vous avez ici, alors on sort du groupe des patients immunodéprimés, mais c'est des femmes à qui on proposait la vaccination pour leur enfant, dans la petite enfance. Donc pas des femmes enceintes, hein, mais des femmes qui avaient des jeunes enfants. Et on regardait en fonction de, vous avez ici, on fait l'entretien motivationnel versus on ne le fait pas, donc on est dans le soin courant. Et puis en orange, c'est les personnes les plus hésitantes face à la vaccination, en jaune modéré, et vert celles qui sont peu hésitantes. Et vous voyez que l'impact de l'entretien motivationnel est particulièrement marqué chez les sujets qui étaient très hésitants et qui donc est beaucoup plus marqué avec un impact plus important quand il y a un entretien motivationnel versus pas d'entretien motivationnel, et d'autant plus important chez les sujets qui étaient très hésitants. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et ce temps de la consultation à parler de la vaccination, c'est important pour améliorer la couverture vaccinale. Et puis quand on regarde avec les caractéristiques socio-éducatives, hein, le niveau d'études, on voit également que chez les patients qui ont fait moins d'études, eh bien, il y a quand même un impact qui est très marqué de cet entretien motivationnel. Donc, sur ces critères qui sont des critères connus d'hésitation vaccinale, on voit qu'on peut impacter la couverture vaccinale à partir de l'entretien motivationnel. Donc ça, c'est vraiment un point important. Je sais que ça prend du temps. Ça nécessite des consultations souvent dédiées. On n'a pas forcément le temps, mais il faut quand on peut le faire. Et puis, je crois que je vais conclure avec ça. Donc ici, c'est une étude. Vous savez, c'est l'enquête nationale périnatale qui est faite, donc qui recense les cas jusqu'en 2016, pardon, là, en l'occurrence. Ouais, c'est ça. C'est depuis 2016 à 2021. Et qui est, donc à ce moment-là, on n'avait pas, donc c'est chez les femmes enceintes, ils ont regardé la couverture vaccinale, pardon, grippe, puisqu'à ce moment-là, on n'avait pas encore la recommandation pour les autres vaccins chez la femme enceinte. Et donc, on voit qu'entre 2016 et 2021, il y a un mieux en termes de couverture vaccinale, et tant mieux. Mais le point que je voulais vraiment souligner et vous montrer, c'est que dans les motifs de non-vaccination, finalement, c'est essentiellement le fait que le vaccin ne soit pas proposé. Vous voyez que dans 40% des cas, les femmes non vaccinées sont des femmes à qui on n'a pas proposé la vaccination. Donc, ce n'est pas tout à fait du refus de vaccination. C'est une offre non faite, et c'est des opportunités manquées sur lesquelles on a vraiment très envie de jouer et d'améliorer les choses. Et puis, vous voyez ensuite les facteurs de cette non-proposition. Donc, globalement, on propose moins aux femmes plus jeunes, enceintes, on propose moins aux femmes qui ont plus d'enfants, on propose moins aux femmes qui sont nées à l'étranger, et on propose moins aux femmes qui ont un faible niveau socio-éducatif. Donc ça, il faut faire attention, et ce d'autant que c'est en plus, pour certains, des marqueurs de vulnérabilité. Donc, il faut absolument qu'on pense à la vaccination chez ces femmes-là. Donc, en conclusion, et bien sûr, la vaccination dans ces populations immunodéprimées, c'est un enjeu majeur, et on doit tous s'en emparer, qu'on soit médecin ou infirmier, pharmacien, sage-femme. Vacciner spécifiquement ces populations-là contre le Covid-19, la grippe, les infections à pneumocoque et le zona, ça c'est une priorité. Mais bien sûr, pas que, il faut mettre à jour le reste des vaccins. Et je vous renvoie, et s'il faut, je vous donnerai le lien vers le référentiel AFSOS que je co-coordonne avec Stéphanie Trager, qui est oncologue à l'IGR, et qui permet de voir tous les vaccins, y compris en population pédiatrique, et les schémas dans ces populations-là. Et puis, bien sûr, j'espère qu'avec l'extension des compétences, on va être plus nombreux et qu'on va améliorer les couvertures vaccinales. Voilà. Merci à tous.
Merci. Et donc, je suis Dans le disponible pour les chat. questions. Oui, alors on a déjà 2 questions dans le chat, d'une pharmacienne, Christine Beer, qui est encore présente. Oui. Est-ce que, Christine, tu veux prendre la parole ou je les lis à ta place, les questions? Je pense que je vais les lire. Donc la première question, c'est: avez-vous un avis sur le vaccin grippe Séquirus? Et la deuxième, est-ce qu'il y aurait un intérêt à vacciner un patient qui aurait encore des douleurs post-zostériennes? Ah oui, alors, tout vaccin qui va arriver nouveau sera bienvenu. On a surtout on est très intéressé par les données et dans le développement, ce qui va se faire, c'est la vaccination universelle. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Là, on parle un peu au sens large, hein, pas spécialement chez les immunodéprimés, mais sur le fait qu'on est moins efficace sur certaines souches et notamment H3N2. Donc, je pense que l'avenir, c'est surtout le vaccin universel et on espère que comme ça, on arrivera à avoir moins d'impact, et en tout cas de perte de chance entre le moment où la souche circule et le moment où elle arrive et qu'elle crée l'épidémie dans l'hémisphère nord, avec un réarrangement et des glissements sérotypiques et des variants qui ont déjà muté. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Je pense que ça sera le vaccin universel, encore que voilà. Et puis, donc ça, c'est pour la vaccination de grippe. Et sinon, tout nouveau vaccin, bien sûr. Je pense par contre que dans ces populations d'immunodéprimés et de plus de 65 ans, c'est surtout le vaccin haute dose, 4 fois plus dosé, qui doit être positionné, ça très clairement. Et puis oui, l'intérêt du vaccin dans les suites, y compris quand on a déjà des douleurs post-ostériennes, hein, c'était ça. Oui, parce que c'est surtout pour éviter la réactivation et la survenue d'autres poussées de zona, parce qu'on sait que dans plus de 5 ans, enfin, c'est les données mondiales, mais également appliquées françaises qui sont recueillies par le réseau Sentinelle. On sait que quand un patient a fait une poussée de zona, il est à risque d'en refaire. Il est d'autant plus à risque d'en refaire dans les 5 ans. Et donc, il faut vacciner. Et après, si la question c'était l'impact sur la douleur post-ostérienne, je crois que là, c'est compliqué, on n'a pas ces données-là. L'impact, par contre, sur le fait qu'il y ait une réactivation d'un zona ou la survenue à nouveau d'un zona puis de douleur post-ostérienne, ça, oui, on a les données. Et donc, oui, il faut vacciner, y compris quelqu'un qui a déjà fait et le zona ou qui a déjà des douleurs post-ostériennes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez réactiver votre micro et les poser en direct. Alors, la MSP Marise Bastier. Jeanne. Oui, bonjour. Alors, on a une question peut-être très basique, mais on voulait un peu refaire le point sur qu'est-ce qu'on appelle un sujet immunodéprimé. Ah, c'est pas si basique que ça, c'est complètement juste. Voilà. Est-ce que tous nos patients qui vont être sous Ritux, Plaquenil, Oui, Métaux, oui. Alors voilà, non, oui, non. Alors, voilà, les patients suivis c'est en très gros en compliqué. rhumato et médecine Ouais, interne. complètement. Alors, les patients qui ont un traitement immunosuppresseur, tout traitement immunosuppresseur, incluant les chimiothérapies, le méthotrexate, oui, le rituximab, oui. La vraie problématique des patients sous rituximab, c'est qu'il y a une telle déplétion B qu'en fait, la réponse est vraiment, vraiment très mauvaise et que plus on va s'éloigner de la cure de Ritux, meilleure sera la réponse. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que par ailleurs, il peut y avoir une réponse T qui est tout à fait intéressante, y compris sur les T mémoire longue durée. Donc, il faut le faire et quitte à remettre à jour à distance de l'arrêt du traitement immunosuppresseur. D'accord? Donc ça, c'est pour la question métaux, chimiothérapie, Ritux. Plaquenil, non. PVVIH, donc les patients vivant avec le VIH, et voilà, j'ai pas anticipé, j'ai rédigé les recos que j'espère vont être publiés très prochainement, donc vous les aurez, elles sont en passe d'être validées là par la chaîne. On espère les paraître cet été. Bien sûr que les populations ne sont pas les mêmes entre nos plus de 80% de cohortes qui sont indétectables, qui n'ont jamais connu un seuil de T4 inférieur à 500. Pour autant, on a peu de données dans ces cohortes-là et donc en fait, on ne sait pas très bien comment appliquer et faire différencier les recommandations d'un patient qui aurait déjà connu un stade SIDA. D'accord? Donc, pour vous dire que même dans la population VIH, aujourd'hui, elle est considérée comme immunodéprimée et je pense que ce n'est pas juste et qu'il faut distinguer un patient qui ne rencontrera jamais moins de 500 T4, qui sera toujours bien contrôlé sur le plan immunovirologique d'un patient qui, par ailleurs, est très immunodéprimé, inobservant, en échec thérapeutique. Donc aujourd'hui, même si les PVH sont considérés comme immunodéprimés, je pense qu'il faut revoir les choses différemment et il va falloir distinguer un peu, même si ce n'est pas aussi simple, mais clairement, on ne peut pas les considérer
comme tel, mais c'est un peu au cas par cas. Bien sûr, après tous les patients transplantés d'organes, les patients greffés de moelle, les immunothérapies, on considère, mais on n'a pas encore suffisamment de données. D'accord? Donc, les recommandations chez le patient immunodéprimé sont en train d'être évaluées. Les groupes sont en train de se constituer avec notre société savante. Ça va prendre un peu de temps et ces données-là seront importantes, mais on n'a pas aujourd'hui de recommandations qui intègrent ces nouvelles thérapeutiques. Et on a peu de données. Donc, c'est difficile de conclure. Il me semblait que je voulais vous dire quelque chose d'autre sur ce. Enfin voilà, donc ça c'est le terrain d'immunodépression, je sais pas. Oui, si, les greffés de moelle, j'en ai pas parlé là, parce que pour moi c'est vraiment du domaine de l'expertise. Et c'est des patients, y compris alors greffés de moelle, carticelle, hein, si vous en avez qui ont bénéficié de traitement par carticelle. Les greffés de moelle allo, auto, on peut déjà discuter la chose parce que ça n'a rien à voir entre un allo-greffé de moelle et un auto-greffé de moelle. C'est pas les mêmes formes d'immunodépression et pour autant c'est la même recommandation. Les CAR-T, ça rejoint également ces recommandations. Donc, je pense que là, il faut nous les adresser, ces patients-là. C'est difficile, c'est des schémas renforcés. Le pneumocoque, c'est 3 doses, un mois d'intervalle, le DTP, etc. Donc, globalement, il faut les adresser dans un centre expert parce que c'est très particulier. C'est effectivement des patients très immunodéprimés. Je ne sais pas si j'ai répondu au sens large à Moi, la question qui est très pour vaste. rester Mais... sur la même thématique, j'avais des questions par rapport aux corticothérapies au long cours Ouais, et, ouais, ouais. et aussi les drépanocytaires. Oui, alors les drépanocytaires, on les vaccine de la même façon. On les considère, oui, avec une certaine susceptibilité aux infections, bien évidemment. Et les corticoïdes, c'est le seuil. Donc, vous avez vu, on considère immunodéprimé au long cours, plus de 10 mg, au moins plus de 15 jours. Et bien sûr, dans les suites d'un boost de corticothérapie injectable. Donc D'accord? Donc, les gens qui n'ont quand pas on eu fait de du seuil boost, minéral. qui ont juste une corticothérapie, je sais pas, n'importe quoi, pour une polyarthrite rhumatoïde, qui Si, à n'aurait pas de partir du moment où ils sont à méthotrexate. plus de 10 mg, si, Ah OK, OK, au même long sans cours. boost. Oui, même sans OK. boost. Et cette histoire de Mais c'est faire une vraie question, c'est pas simple. et l'histoire du DTP, parce que vous n'avez pas trop abordé le DTP, on le fait pas plus Non, rapproché chez les personnes si, on le fait. immunodéprimées? Alors, si, c'est ce que je vous ai dit. Je peux pas tout aborder là. Donc, mais c'est pas spécifiquement recommandé. Le DTP, on suit finalement la recommandation comme en population générale. La seule distinction, c'est que c'est tous les 10 ans dans ces populations-là. Et donc, pour ça, je veux vraiment aller voir. Donc, soit vous avez les recos du Haut Conseil de santé publique 2014, vous vous y référez, c'était déjà le cas, ça changera pas, c'est toujours la chose. Soit vous allez voir, et je vous enverrai dans le mail, le référentiel AFSOS où on a repris vaccin par vaccin les schémas dans ces populations-là. Donc, c'est tous les 10 ans chez le patient immunodéprimé. OK, merci. Et pour le coup, on l'a gardé aussi comme tel chez les patients VIH, quel que soit le statut immunovirologique, sur ce vaccin. Et par contre, j'ai une question hyper spécifique parce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps, je sais pas si ça sort du sujet, mais une personne drépanocytaire, il faut qu'elle soit vaccinée contre la varicelle? Alors, Un non, enfant, je veux pas dire? non, pas spécialement. Alors, oui, non, non, pas dans les indications. Alors, vous me posez, j'ai un doute, mais non, 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 non. Ah, si, sur l'atteinte hépatique ou sur l'atteinte pulmonaire, non, il n'y avait pas d'atteinte Non, non, comorbidité associée. on lui a prescrit, très jeune, avant l'âge de 2 ans, pour peut-être éviter de l'avoir pour pas faire une crise vaso-occlusive, mais je Exactement. savais pas Alors, si tu avais pas il y a, trouvé la reco. ouais, ça peut être proposé, mais c'est pas à ma connaissance dans les recommandations telles quelles. Ce qu'on sait juste, c'est qu'effectivement, donc ça protège de la varicelle et des formes qui peuvent être plus graves et de la survenue d'une crise vaso-occlusive. Et il y a moins de réactivation zona avec la souche vaccinale, qui n'est pas la souche sauvage, qu'avec la souche sauvage. Donc, on a plus de réactivation zona quand on est confronté à une varicelle vraie, primo-infection varicelleuse, que quand on est vacciné avec la souche vaccinale. Donc, la suite aussi. Et donc, c'est une question que discutent les pédiatres, parce que certains pays font ce choix-là, de vacciner tous les petits, en se disant que, bon, d'une part, il y a quelques cas de forme de varicelle grave chez les petits, mais ça reste quand même plutôt à la marge, mais surtout aussi pour se dire qu'à la suite, il y a moins de réactivation zona. C'est des données qu'on a aussi maintenant. OK. Donc, c'est bon, des discussions qui sont faites autour de ça. Peut-être que les choses changeront, mais je pense que si ça doit changer, ça, on passera par une obligation vaccinale
parce que sinon, on va se retrouver avec une circulation à la fois du virus sauvage et certaines populations vaccinées. Donc, ça ne permettra pas d'éradiquer la circulation du virus. Et par contre, pour la grippe, j'ai pas hyper bien compris parce qu'il y a ce vaccin donc, qui était beaucoup plus fort pour les personnes de 4 plus de fois plus dosé, 65 ans. Il est déjà disponible ou pas celui-là? Ah oui, alors, en fait, il a été disponible. Donc, le seul moment où il n'a pas été disponible, c'était l'hiver dernier, 2024-2025. Il va être redisponible à partir de l'hiver qui arrive, 2025-2026. Il était dans les précédentes saisons disponible et pour des raisons d'entente entre l'industriel et l'État sur le prix, qui avait été renégocié l'hiver dernier, il n'y a pas eu d'entente, donc il est sorti du marché. Mais il y a une entente depuis et il revient sur le marché pour la prochaine saison, c'est pour ça que je vous en parle. Et sous un format qui est son format initial, c'est-à-dire trivalent. D'accord? 2 souches A, une souche B, ce qui est recommandé aujourd'hui par l'OMS. Qui Et répond à ça toutes les concerne pas que les plus de 65 ans, ça concerne aussi tous les immunodéprimés? Non, ça Non. concerne sur le OK. critère d'âge les plus de 65 ans. Donc en gros, il faut qu'il soit s'il est immunodéprimé à plus de 65 ans, oui. D'accord? C'est vraiment pour qu'il soit pris en charge, remboursé, il faut à minima 65 ans ou plus. Et désolée, C'est je la petite, continue. Là, j'ai pas à 25 ans, quoi. Alors même qu'on sait que les patients plus jeunes immunodéprimés ont quand même un intérêt avec cette vaccination. D'accord? Mais il a une AMM à partir de 60 ans, il est remboursé en France à partir de 65, donc il ne serait pas pris en charge si vous le proposez avant, chez quelqu'un de plus jeune. Je comprends. Mmh. Et l'histoire de la 2e dose au cas où on se fait vacciner très tôt, ça va être Oui. pris en charge par l'État ou ce Oui, sera oui, aux oui. frais des Oui, patients? oui, oui, oui. Oui, non, c'est pris en charge. OK. OK. D'accord? Et c'est vrai que du coup ça soulève, on en parle, j'aurais dû vous en parler. Il faut penser dans ces populations-là à vacciner l'entourage. C'est un point majeur et j'aurais dû vous mettre une slide dessus. Mais on vaccine l'entourage des sujets immunodéprimés contre la grippe, contre le Covid. On met à jour une vaccination ROR, c'est-à-dire 2 doses après 1900 pour les personnes nées après 80, et on met à jour la varicelle. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de varicelle, qui n'a pas été vacciné contre la varicelle et qui a une sérologie négative, vous vaccinez cette personne-là contre la varicelle. Donc, je parle de l'entourage, hein, je ne parle pas de la personne immunodéprimée, on est d'accord, c'est un vaccin vivant. Mais donc, l'entourage des patients immunodéprimés doit être vacciné Covid, et donc à minima une fois par an l'hiver, d'accord, selon les recommandations. Grippe, bien sûr, l'hiver, et une dose, sauf si c'est quelqu'un d'immunodéprimé par ailleurs. ROR, on met à jour. Et varicelle, on vaccine si la personne n'est pas immunisée. Les personnes qui ne sont pas immunisées en France, c'est essentiellement des sujets qui ne sont pas nés, qui n'ont pas grandi en France. Donc, c'est nos patients qui ont migré, qui viennent d'Asie ou qui viennent d'Afrique subsaharienne. D'accord? 80% des sujets n'ont pas, 20% des sujets grandis en Asie n'ont pas rencontré la varicelle versus chez nous, on est à 2-3%. Et en Afrique, c'est 40%. Donc, il faut vraiment penser à ces patients-là parce qu'ils n'ont jamais rencontré, quand même dans une grande proportion des cas, la varicelle. Donc, ils peuvent arriver comme étant non immunisés. Alors, en général, normalement, enfin, c'est pas en général, c'est dans les recommandations, les patients migrants, on leur propose au moment du rattrapage et au moment de l'arrivée sur le territoire, on doit leur proposer ces vaccinations-là. OK. En tout cas, on doit vérifier le statut. Et donc, la question sur, il y avait 2 doses de grippe. J'ai oublié, mais je ne sais plus. Vous avez Non, c'est répondu bon. à tout. J'ai répondu. Tu as toujours ta question, Caro, ou pas? Non? Oui, moi j'avais une question sur la corticothérapie au long cours. Un Oui. patient qui a par exemple 1 ou 2 mois de corticothérapie supérieure à 10 mg, on doit attendre combien de temps pour pouvoir lui faire un vaccin vivant? Ah, vous le faites, on considère 3 mois après. Voilà. Et moi j'avais une question sur. Et puis idéalement, vous les faites avant quand on peut, hein, chez les patients immunodéprimés, les vaccins vivants, idéalement, quand on arrive, enfin bon, quand c'est une transplantation d'organes qui n'est pas faite dans l'urgence, qui est prévue mais qui s'organise, très clairement, ça, il faut mettre à jour en amont. Vraiment, vraiment. Après, c'est fini. Ce sera plus fait. Ce sera plus possible. Quand on induit une chimiothérapie, etc.,
c'est bien de pouvoir le faire en amont également, avant l'induction. Mais c'est pas toujours facile, et bien évidemment, des fois, c'est fait dans l'urgence, et donc on n'a pas le temps. Mais si on peut, c'est en amont, et sinon, c'est à différer. Alors, les transplantés d'organes, ça sera plus possible. Par contre, les greffés de moelle, par exemple, ça peut être fait à partir de 2 ans après la greffe, en l'absence d'autres de facteurs particuliers, mais globalement, c'est ça. Et nous, les corticothérapies au long cours, c'est surtout des patients avec des pathologies rhumatologiques. Et puis, Oui, c'est par ça, inflammatoire. ça va vite, le rhumatome et les corticothérapies, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire le point sur le médecin. Oui, bien sûr, je sais. Ouais. Moi, j'avais Mais une... quand il n'y a pas de critère d'urgence, si on peut, c'est vraiment important. Pour nos patients qui migrent, la fièvre jaune, par exemple, si on peut le faire avant, ça. J'avais une question sur le Shingrix. Oui. Est-ce que, grosso modo, de mon poste du cabinet de médecin généraliste, la plupart des patients qui viennent me le demander, ils viennent me le demander parce qu'ils ont lu l'article du Monde qui dit que ça protège contre les démences. Et du coup, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, mon avis, non, mais c'est un avis un peu décevant. Alors déjà, d'une, c'est vrai que c'est quand même le premier vaccin pour lequel les patients nous sollicitent. Enfin, je ne sais pas dans votre expérience, mais moi, c'est quand même particulier. C'est-à-dire que c'est le premier. Ils ont été très forts sur la com. Ils ont été très forts sur la com. Et donc, effectivement, les patients viennent en me disant, en fait, le Zona, c'est quand même la première fois, moi, que je vivais ça. Oui, en fait, non, ce qui est vrai, ce qui est démontré, c'est surtout que dans les suites d'un Zona, on a vraiment des complications qui sont des complications neurologiques et des complications cardiaques. Et en fait, c'est très peu connu. C'est-à-dire que les patients font un Zona, on a toujours en tête la forme grave diffuse du patient immunodéprimé avec l'atteinte d'organes, pneumopathie, etc. On a la forme ophtalmique qui fait peur, mais on n'a pas la connaissance des formes qui sont AVC à 1 mois d'un Zona, d'accord, corrélées donc au fait d'avoir fait le Zona, les décompensations cardiaques, X complications neurologiques, l'entrée effectivement dans la démence pour certains patients. Et ça, les gériatres s'y intéressent tout particulièrement, et ils savent, et c'est vrai, et c'est documenté, que dans les suites d'un Zona, c'est bien au-delà de l'éruption cutanée et de la douleur post-ostérienne, c'est toutes ces conséquences-là vasculaires, cérébrales et cardiaques qui peuvent survenir. D'accord? Donc, dans cet impact-là, on aura demain des données vraies d'efficacité plus larges sur le fardeau au sens global, général du Zona, et donc la prévention par ce vaccin-là, éventuellement de ce fardeau au sens large. On le sait maintenant aussi pour l'atteinte ophtalmique, on le sait très clairement pour les douleurs post-ostériennes et pour la survenue en soi du Zona, et on aura encore plus de choses bientôt pour le fardeau. Mais en soi, c'est surtout le Zona qui entraîne ces formes-là, et donc par interprétation, l'idée est de protéger de ces complications-là, puisque si le Zona ne survient pas, on n'a plus ces complications-là. Mais c'est vraiment, enfin, faut pas considérer le Zona comme une maladie bénigne. Voilà. Ça peut l'être, comme ça peut être très compliqué, notamment chez les sujets très âgés. Et c'est quelque chose qu'on connaît de plus en plus, au même titre d'exemple, par exemple, le VRS. Voilà. On sait maintenant le fardeau de cette maladie-là dans ces populations. Mais c'est des complications qui vont plutôt toucher des populations immunodéprimées ou chez l'immunocompétent? Immunodéprimés et plus âgés, sur le critère d'âge. D'accord, pas forcément lié à l'immunosénescence, quoi. Pas en soi forcément un terrain immunodéprimé, mais sur le critère d'âge. Ouais. Et donc, ça ne protège pas contre la maladie d'Alzheimer, parce qu'il débarque avec ce truc-là, j'ai entendu que ça. Non. Maintenant, Non, mais ça évite les complications du Zona, qui peuvent être de ce type. Merci. On ne peut rien.